Une infirmière a été licenciée pour avoir aidé un sans-abri blessé, sans se douter qu'elle venait de sauver l'homme le plus riche de la ville. Elena Souza terminait une autre garde de nuit à l'hôpital municipal de Sanjaz, lorsqu'elle entendit des cris provenant de l'entrée des urgences. Il était 4 heures du matin, un vendredi glacial. Elle venait de fermer le dernier dossier patient lorsque 2 agents de sécurité ont traîné un homme par les aisselles, laissant une traînée de sang sur le sol fraîchement lavé. « Encore un vagabond ivre », marmonna Mathéus, l'infirmier-chef, sans même lever les yeux de ses papiers. « Mettez-le sur un brancard au fond du couloir et attendez le matin. Ne gaspillons pas nos ressources pour lui maintenant. » Elena observait l'homme qu'on traînait. Il était inconscient avec de profondes blessures au front et au bras gauche. Ses vêtements étaient sales et déchirés à plusieurs endroits. À en juger par les plaies, il avait été violemment battu. Ce n'était pas une simple chute due à l'ivresse, il y avait trop de sang frais et des blessures trop graves. « Mathéus, il est gravement blessé. Regarde tout ce sang !» dit Elena en s'approchant du brancard sur lequel on avait déposé l'homme. « Elena, combien de fois devrais-je le répéter ? Nous ne gaspillons pas de matériel coûteux pour les sans-abri. Laisse-le cuver son vin, il partira de lui-même demain matin, » répondit Mathéus avec irritation en se replongeant dans ses documents. Mais Elena ne pouvait ignorer la situation. L'homme avait une profonde entaille au front qui saignait abondamment et son bras était dans une position anormale, probablement cassé. S'il n'était pas soigné d'urgence, de graves complications pourraient en survenir. Elle regarda autour d'elle et remarqua que les autres infirmières faisaient semblant d'être trop occupées pour intervenir. « Je vais au moins nettoyer ses plaies et lui faire un simple pansement », dit Elena en sortant de la gaze et du sérum physiologique de l'armoire. « Elena, je te préviens, ne t'en mêle pas. L'administration surveille les dépenses inutiles », éleva la voix Mathéus. Mais Elena était déjà près du brancard. Elle commença à nettoyer délicatement le sang sur le visage de l'homme. Sous la couche de saleté et les éraflures, elle vit qu'il n'était pas aussi âgé qu'il y paraissait. Au premier abord, il devait avoir une 40aine d'années. Des cheveux sombres et en désordre, une peau hâlée. Ses mains, bien que sales, n'étaient pas celles d'un homme qui avait passé sa vie dans la rue. « Elena, arrête immédiatement !» cria Mathéus, attirant l'attention des autres infirmières. « Tu as désobéi à un ordre direct. »« Je suis infirmière depuis 8 ans. J'ai prêté serment de sauver des vies, pas de choisir lesquelles méritent d'être sauvées, » répondit Elena en continuant de soigner les plaies. La dispute attira l'attention des autres membres de l'équipe. Isabella, une infirmière qui avait toujours été en compétition avec Elena pour une promotion, s'approcha avec un sourire narquois. « Regardez-moi ça, les amis. Elena se prend pour la sauveuse de la nation. Elle gaspille notre matériel pour un vagabond pendant que nous, on trime avec de vrais patients, » lança Isabella assez fort pour que tout le monde entende. « Un patient est un patient, Isabella. Notre profession ne fait pas de distinction de classe sociale, » répondit Elena, sentant son visage s'empourprer de honte sous le regard de ses collègues. « Oh, allez, Elena, tout le monde sait que tu fais ça pour te faire remarquer. »« Tu veux jouer les saintes nitouches ?» renchérit un autre infirmier. « Lucas, je parie que si quelqu'un de ta famille attendait aux urgences, tu ne voudrais pas qu'on perde du temps avec un sans-abri. » Ce qui blessait le plus Elena, c'était qu'elle croyait sincèrement en ce qu'elle faisait. Elle avait choisi la médecine par vocation, pour aider les gens. Voir ses collègues traiter un être humain comme un déchet la révoltait profondément. « Je ne fais pas ça pour me faire remarquer. Je le fais parce que c'est mon travail, » dit Elena en appliquant un antiseptique sur la plaie au front de l'homme. « Ton travail, c'est d'obéir aux ordres de l'infirmier-chef, » ricana Isabella. Mais Elena a toujours cru qu'elle était meilleure que tout le monde. Arthur Montero était conscient depuis plusieurs minutes, mais il gardait les yeux fermés. Les voix fortes l'avaient réveillé et il avait entendu toute la dispute. Ce n'étaient pas les insultes qui le choquèrent. Vivant dans la rue ces dernières semaines, il avait entendu bien pire. C'était la détermination de cette infirmière à le défendre qui le stupéfiait. Il sentait ses mains douces et expertes nettoyer ses plaies. Une sincère sollicitude dans chaque geste. Il y avait longtemps que personne ne l'avait touché avec une telle humanité. Et aux voix qui l'entouraient, il comprenait qu'elle se faisait humilier par ses collègues à cause de lui. « Elena, je te donne une dernière chance. Arrête ce cirque, ou tu auras de sérieux problèmes, » dit Mathéus, en s'approchant du brancard, l'air menaçant. « Mathéus, je fais juste un simple pansement. Je ne demande ni chirurgie ni examen coûteux, juste un peu d'humanité élémentaire, » répondit Elena en terminant de nettoyer la plaie. « L'humanité ? Elena, redescends sur terre. On est ici pour travailler, pas pour jouer à Mère Teresa, » s'esclaffa Lucas, suivi par les rires des autres infirmières. Arthur serra discrètement les poings. Il entendait la femme qui lui sauvait la vie se faire humilier et moquer pour avoir fait son travail avec dignité. Il voulait se lever, la défendre.
Mais il savait que s'il révélait qu'il était conscient, la situation ne ferait qu'empirer. « Regardez-moi ça. » Elena est tout attendrie. Elle s'occupe de son nouveau petit ami, lança Isabella, provoquant un éclat de rire général. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. Elle termina le pansement et vérifia le poutre d'Arthur. Il était régulier et fort. Au moins, sa vie n'était plus en danger immédiat. Voilà, c'est propre et pensé. Maintenant, il peut se reposer sans risque d'infection, dit Elena en rangeant le matériel. Félicitations, Elena. Tu as gaspillé 15 réals pour panser un vagabond qui sera de nouveau sale demain, dit Matthäus avec sarcasme. J'espère que tu te sens comme une héroïne. Elena ne répondit pas. Elle jeta un dernier regard à l'homme sur le brancard qui, maintenant propre et soigné, semblait simplement dormir. Il y avait quelque chose d'intrigant dans son visage, mais elle ne parvenait pas à savoir quoi. « Elena, viens ici, il faut que je te parle », appela Matthäus en désignant le couloir. Elena suivit l'infirmier-chef dans un endroit plus isolé, sentant déjà que la conversation serait désagréable. Matthäus avait cette expression qu'il arborait lorsqu'il s'apprêtait à prendre une décision qu'il savait injuste, mais politiquement avantageuse pour lui. « Elena, tu m'as désobéi devant toute l'équipe. Tu as remis en question mon autorité et tu as utilisé du matériel sans permission, » dit Matthäus d'un ton officiel. « Matthäus, j'ai juste fait un simple pansement. 15 réals de matériel ne vont pas ruiner l'hôpital, répondit Elena, essayant de rester calme. Il ne s'agit pas que d'argent, Elena, c'est une question de hiérarchie. Si je te laisse enfreindre mes ordres, demain tout le monde se croira tout permis. À son ton, Elena comprit que l'issue de la conversation était déjà scellée. Matthäus avait pris sa décision avant même de l'appeler. Je suis obligé de te donner un avertissement écrit pour insubordination et utilisation inappropriée des ressources, dit Matthäus en sortant une feuille de sa poche. Et selon la réaction de la direction, ça pourrait être pire. Matthäus, c'est absurde. J'ai sauvé la vie d'un homme blessé, dit Elena, sachant qu'elle parlait dans le vide. Tu as désobéi à un ordre direct. Et à l'hôpital, il y a des conséquences. Allongé sur le brancard, Arthur avait tout entendu. Chaque mot de cette réprimande injuste, chaque nuance menaçante dans la voix de l'infirmier-chef. La femme qu'il avait soignée avec tant de soin était maintenant punie pour avoir bien agi. Il serra les poings encore plus fort, luttant contre l'envie de se lever et de révéler sa véritable identité. Elena signa l'avertissement d'une main tremblante. Des années de carrière irréprochable, souillées par un seul acte d'humanité. C'était à la fois ironique et révoltant. Quand ils retournèrent aux urgences, les autres infirmières sans tête regardèrent Elena avec un mélange de pitié et de satisfaction malveillante. Sur le visage d'Isabella flottait un sourire triomphant, comme si elle venait de marquer des points dans les intrigues de l'hôpital. « Alors, Elena, ça valait le coup de jouer les héroïnes ?» demanda Isabella à voix basse, en faisant semblant de classer des dossiers. Elena ne répondit pas. Elle rangea silencieusement son poste de travail, prit ses affaires personnelles et son sac. Sa garde était terminée et elle ne voulait qu'une chose, partir et oublier cette nuit maudite. Avant de s'en aller, elle jeta un dernier regard au brancard où reposait Arthur. Il semblait dormir profondément. Sa respiration était régulière et son teint s'était amélioré après les soins. Au moins, elle avait fait une différence pour une personne, même si cela lui coûtait cher. « Rétablissez-vous vite » murmura-t-elle doucement, pensant qu'il ne l'entendait pas. Mais Arthur l'entendit. Et quand Elena franchit les portes des urgences pour affronter le matin glacial, il ouvrit lentement les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, il y avait autre chose dans sa poitrine que de la tristesse et de la colère. Il y avait de la gratitude et de la détermination. Elena marchait vers l'arrêt de bus à l'aube, emmitouflée dans son mince manteau, repensant à ce qui venait de se passer. L'avertissement officiel était déjà dans son dossier, et elle savait que Matthäus n'en resterait pas là. Dans les jours à venir, la moindre erreur deviendrait un prétexte pour le pire. Elle regarda ses mains où des traces de sang persistaient malgré plusieurs lavages. Elle avait bien agi, elle en était certaine. Mais dans le monde où elle vivait, bien agir semblait coûter bien trop cher. Le bus arriva, vide comme toujours à cette heure. Elena s'assit près de la fenêtre et appuya sa tête contre la vitre froide, regardant la ville s'éveiller lentement. Dans quelques heures, elle retournerait pour une nouvelle garde, en faisant comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle avait changé cette nuit-là. Une graine de révolte, sans qu'elle le sache encore, venait d'être plantée et allait bientôt germer pour transformer sa vie. Arthur attendit que l'agitation à l'hôpital se calme complètement avant de se lever du brancard. Il était presque 6 heures du matin, et seule une infirmière ensommeillée était de garde pour les urgences. Il se déplaça lentement, évaluant ses blessures.
La douleur dans son bras était vive, probablement une fracture, mais rien qui ne mette sa vie en danger immédiat. Il se rendit aux toilettes du personnel, où il put enfin se voir dans un miroir après le passage à tabac. Le pansement sur son front était fait avec soin, de manière professionnelle. Elena avait travaillé avec attention et compassion, malgré les humiliations de ses collègues. Arthur passe ses doigts sur le bandage, se remémorant la douceur de ses mains. Dans la poche intérieure de sa veste déchirée, protégée par du plastique, se trouvait son téléphone. Il avait miraculeusement survécu au chaos de la nuit précédente. Arthur l'alluma et vit des dizaines d'appels manqués, de messages urgents et d'emails professionnels. Sa disparition n'était pas passée inaperçue. Il appela d'abord Thiago, son chauffeur et garde du corps. Le téléphone n'eut même pas le temps de sonner une deuxième fois. « Arthur, pour l'amour de Dieu, où êtes-vous ? On vous cherche depuis 3 jours. » La voix de Thiago était un mélange de soulagement et de désespoir. « Thiago, je suis à l'hôpital municipal de San José. Viens me chercher, mais discrètement. Je ne veux pas attirer l'attention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes blessé ? J'appelle une ambulance privée tout de suite. Thiago, ça suffit, écoute-moi, viens seul. Avec une voiture banale, pas de limousine, pas de scandale. Et apporte-moi des vêtements normaux. » Arthur raccrocha avant que Thiago ne puisse poser d'autres questions. Il retourna sur le brancard et fit semblant de dormir en attendant son chauffeur. Mais dans son esprit, les plans s'agitaient déjà. D'abord vont trouver le nom complet de cette infirmière, puis tout découvrir sur elle. 40 minutes plus tard, Thiago arriva à l'hôpital en jean et t-shirt, se faisant passer pour un parent venu rendre visite à un patient. En voyant Arthur, il se retint difficilement de poser des questions devant les autres. « Cousin, comment ça va ?» dit Thiago à voix haute, jouant parfaitement son rôle. « Mieux maintenant que tu es là, » répondit Arthur en se levant lentement. « Rentrons à la maison. » Ils sortirent de l'hôpital, Arthur marchant lentement en s'appuyant sur le bras de Thiago. Dans la voiture, main à l'abri des oreilles indiscrètes, Thiago put enfin laisser éclater son inquiétude. « Arthur, pour l'amour du ciel, où étiez-vous ces 3 derniers jours ? C'est la panique dans l'entreprise, la direction est aux abois. Votre secrétaire a failli faire une crise de nerfs. » Arthur regardait par la fenêtre la ville qui s'éveillait. « Je menais une enquête personnelle, Thiago. »« Sur quoi ? Et comment vous êtes-vous retrouvé dans cet état ? Tu te souviens des rapports anonymes que nous avons reçus sur la mauvaise gestion des hôpitaux publics qui bénéficient de nos dons ?» Thiago hocha la tête. Arthur était le propriétaire de GR Holdings, un conglomérat qui contrôlait des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la construction et de l'investissement. L'une des fiertés de l'entreprise était ses dons aux hôpitaux publics, mais des plaintes pour corruption et mauvaise gestion avaient récemment fait surface. J'ai décidé d'enquêter moi-même, je me suis déguisé en sans-abri, et j'ai passé 3 jours à observer l'hôpital municipal de San José, continua Arthur. Ce que j'ai vu est bien pire que ce que nous imaginions. Et vos blessures ? D'autres sans-abri ont essayé de me voler la nuit dernière. J'ai été battu, mais j'ai obtenu des informations précieuses. Et j'ai rencontré quelqu'un qui va complètement changer notre stratégie. Thiago connaissait Arthur depuis 10 ans et savait reconnaître quand son patron préparait quelque chose de grand. Il y avait une énergie particulière dans sa voix, une détermination qui dépassait le cadre des affaires. « Qui avez-vous rencontré ?»« Une infirmière nommée Elena, la seule personne dans tout cet hôpital qui m'ait traité comme un être humain. Elle m'a sauvé, Thiago, et ses collègues l'ont humilié pour ça. » Ils arrivèrent à la somptueuse villa d'Arthur dans le quartier de Barra da Tijuca, un domaine de 2000 mètres carrés caché derrière de hauts murs et des jardins luxuriants. Thiago aida Arthur à entrer et appela immédiatement son médecin personnel. Le docteur. Philippe Almeida arrive 25 minutes plus tard avec sa mallette médicale. Médecin de famille depuis de nombreuses années, il était habitué à servir discrètement l'élite de Rio. « Arthur, pour l'amour de Dieu, quelle folie! Vous avez une fracture au bras et cette plaie au front aurait dû être suturée il y a des heures. Philippe, soignez-moi ici. Je n'irai pas dans un hôpital privé pour le moment. Et ne notez rien officiellement. » Pendant que le médecin posait une attelle sur son bras et suturait sa blessure au front, Arthur lui raconta son expérience des 3 derniers jours. Ce qu'il avait vu à l'hôpital était le reflet de tous les maux du système de santé public. « Arthur, vous auriez pu mourir. Les enquêtes, ça se mène par des professionnels, pas par des millionnaires déguisés en vagabonds, » grommela le docteur Philippe en administrant une anesthésie locale. « Si j'avais envoyé des détectives professionnels, ils n'auraient jamais vu ce que j'ai vu. Et ils n'auraient jamais rencontré Elena. » Une fois le médecin parti, Arthur convoqua Thiago pour une conversation sérieuse. Ils s'assirent dans le bureau de la villa, une pièce lambrissée de bois précieux avec vue sur la mer. «
Tiago, j'ai besoin du meilleur détective privé de la ville. Je veux tout savoir sur Elena Souza, infirmière à l'hôpital municipal de Sanjaz. Tout. Où elle vit, sa famille, son éducation, sa situation financière, sa réputation professionnelle. Je veux savoir qui elle est, si elle a des enfants, si elle est mariée, quels sont ses rêves. Tiago prenait des notes, l'air visiblement inquiet. Arthur, êtes-vous sûr de ne pas vous être cogné la tête plus fort que vous ne le pensez ? Ça ressemble à une obsession. Ce n'est pas une obsession, Tiago. C'est de la gratitude et de la stratégie. Cette femme possède quelque chose dont notre entreprise a désespérément besoin. Et quoi donc ? Une intégrité authentique. Elle a risqué son propre emploi pour aider un inconnu que tout le monde traitait comme un déchet. De telles personnes sont rares. Tiago connaissait assez bien Arthur pour savoir qu'une fois sa décision prise, il valait mieux ne pas discuter. D'accord, j'appelle Daniel Costa. C'est le meilleur détective que nous connaissions. Et Tiago, je veux des résultats rapides. Si elle a souffert à cause de moi, je dois le savoir aujourd'hui même. Pendant que Tiago passait son appel, Arthur prit une longue douche et enfila des vêtements propres pour la première fois en 3 jours. Dans le miroir de la salle de bain, il se reconnaissait à peine. 3 jours dans la rue avaient changé sa perspective sur beaucoup de choses, surtout sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Daniel Costa arriva à la villa en début de soirée, avec un équipement de pointe et une équipe petite mais efficace. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, qui avait travaillé pour la police fédérale avant de fonder sa propre agence de détective. « Monsieur Montero, je peux vous fournir un rapport complet en 48 heures, mais j'aimerais préciser. Est-ce à des fins légales ou personnelles ? Les deux, Daniel, j'exige une discrétion absolue. Si la moindre information sur cette enquête fuite, notre collaboration s'arrête aujourd'hui. » Daniel hocha la tête. Travailler pour Arthur Monteiro était l'un de ses contrats les plus lucratifs, et il n'allait pas tout gâcher par imprudence. Pendant que l'enquête se déroulait, Arthur passa le lendemain à analyser les rapports financiers de l'hôpital municipal de Sanjaz. Son entreprise faisait don d'un demi-million de réals par an à cet établissement, mais les documents montraient que l'argent disparaissait dans des achats surfacturés et des salaires versés à des employés fantômes. Le deuxième jour, Daniel revint avec un dossier complet sur Elena Souza. Les informations étaient à la fois alarmantes et inspirantes. Elena Souza, 29 ans, diplômée de l'Université fédérale Fluminense. Spécialisation en médecine d'urgence. Travaille depuis 8 ans à l'hôpital municipal de Sanjaz. Réputation irréprochable, plusieurs mentions honorifiques pour son dévouement, commença Daniel en ouvrant le dossier. Elle subvient seule aux besoins de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée dans une clinique privée. Son salaire suffit à peine à couvrir les frais de traitement. Arthur sentit un pincement au cœur. Elena luttait financièrement pour soigner sa mère et pourtant elle avait risqué son emploi pour aider un étranger. « Continuez, dit Arthur. Elle vit dans un 2 pièces à Madureira avec 2 mois de loyer en retard. Elle enchaîne les gardes à l'hôpital et, le week-end, fait des ménages pour compléter ses revenus. » Des ménages ? Oui. Le samedi et le dimanche, elle travaille comme femme de ménage chez de riches dames à Ipanema pour joindre les 2 bouts. Arthur serre les poings. Une infirmière qualifiée, dévouée et intègre, forcée de faire des ménages le week-end pendant que des paresseux comme Matthäus touchaient tant de gros salaires pour humilier leurs subordonnés. Il y a autre chose. Hier, elle a été licenciée de l'hôpital. Le sang d'Arthur se glaça. Comment ça, licenciée ? Licenciement pour faute grave. Le motif officiel est insubordination et utilisation non autorisée des ressources de l'hôpital. Elle a été convoquée dans le bureau du directeur hier matin et renvoyée sur le champ. Daniel montra une copie de la lettre de licenciement. Elena avait perdu son travail pour l'avoir aidée. C'était une injustice flagrante, révoltante. Où est-elle maintenant ? Elle travaille comme femme de ménage dans un immeuble de bureau au centre-ville. Une amie lui a trouvé ce travail hier. Elle gagne un tiers de ce qu'elle touchait comme infirmière. Arthur se leva et se mit à arpenter le bureau. Elena payait un prix bien trop élevé pour avoir bien agi, et il avait le pouvoir de tout changer. Daniel, je veux que vous suiviez sa situation. Le moindre problème, la moindre difficulté, rapportez-le-moi immédiatement. Monsieur Montero, puis-je vous demander quel est votre plan ? Arthur regarda par la fenêtre la mer bleue qui s'étendait à l'horizon. Rétablir la justice, Daniel, et peut-être trouver la personne qui m'aidera à réformer complètement notre stratégie de dons aux hôpitaux publics. Cette nuit-là, Arthur ne trouva pas le sommeil. Assis sur la terrasse de sa villa, il contemplait les lumières de la ville en pensant à Elena. Elle était quelque part là-dessous, probablement angoissée par ses dettes et son avenir incertain. Et tout cela à cause de lui, parce qu'elle avait fait ce que tout professionnel de la santé se doit de faire. Le lendemain matin, Arthur prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours.
Thiago prépare la voiture. Nous allons inspecter quelques immeubles de bureaux dans le centre. Une affaire en particulier? Je vais voir une femme de ménage. Il est temps qu'elle sache qui elle a vraiment sauvé cette nuit-là. Agenouillée sur le sol du 12e étage de l'immeuble de l'avenue Présidente Vargas, Elena frottait furieusement le marbre, déversant toute sa frustration dans chaque mouvement. 3 jours s'étaient écoulés depuis son licenciement injuste, et elle n'arrivait toujours pas à croire à quelle vitesse sa vie s'était effondrée. 8 ans d'une carrière irréprochable anéantie par un seul acte d'humanité. L'uniforme de femme de ménage était trop grand de 2 tailles. Sa supérieure le lui avait prêté car Elena n'avait pas les moyens de s'en acheter un. Les gants en caoutchouc irritaient en ses mains, habituées à la délicatesse des gestes médicaux, pas à la rudesse du nettoyage. « Elena, finis cet étage, on en a encore 3 autres aujourd'hui », cria Fatima, la chef des équipes de nettoyage, une femme d'une 50aine d'années, qui dirigeait son personnel d'une main de fer. « Oui, madame », marmonna Elena en continuant de frotter. Son salaire était inférieur à 1000 réals par mois, un tiers de ce qu'elle gagnait comme infirmière. Avec les frais de la clinique de sa mère, elle ne savait plus comment elle allait s'en sortir. Soudain, des pas assurés résonnèrent dans le couloir. Elle leva les yeux et vit un homme en costume bleu marine s'approcher, accompagné d'un autre homme plus petit qui semblait être son assistant ou son garde du corps. L'homme en costume était élégant et soigné, mais il y avait quelque chose de familier dans son visage. « Excusez-moi, dit-il en s'arrêtant devant elle. Vous êtes bien Elena Souza. » Elena se releva lentement, enlevant ses gants sales. C'était étrange que quelqu'un l'appelle par son nom, surtout dans cet immeuble où elle n'était qu'une femme de ménage invisible parmi d'autres. « Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous ?» L'homme la regarda en silence pendant quelques secondes, comme s'il cherchait le courage de parler. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle reconnaissait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. « Je m'appelle Arthur Monteiro. Je dois vous parler d'une certaine nuit à l'hôpital municipal de San Jaz. » Le sang d'Elena se glaça. Arthur Monteiro. Elle connaissait ce nom, l'avait vu dans les journaux, les magazines d'affaires. L'un des plus riches entrepreneurs de Rio de Janeiro, à la tête d'un empire commercial de plusieurs milliards. Mais que pouvait bien lui vouloir un homme comme lui ? Pardon, monsieur, mais je pense que vous faites erreur. J'ai travaillé à l'hôpital jusqu'à récemment, mais je n'ai pas souvenir d'avoir soigné quelqu'un de ce nom. Arthur sourit, et c'est là qu'Elena reconnut ses yeux, son sourire. Même propre, soigné, avec l'allure d'un millionnaire, c'était bien l'homme qu'elle avait aidé cette nuit maudite. « Vous m'avez reconnu, n'est-ce pas ?» demanda doucement Arthur. Les jambes d'Elena se dérobèrent en sous elle. Ce n'est pas possible. Le sans-abri blessé qu'elle avait secouru était Arthur Monteiro, l'un des hommes les plus riches du pays. Cela n'avait aucun sens. Je ne comprends pas, balbutia Elena, en s'appuyant contre le mur. Vous m'avez sauvé la vie cette nuit-là, Elena. Vous m'avez lavé, pensé, traité comme un être humain, alors que tout le monde ne voyait en moi qu'un déchet. Et vous avez été licenciée pour ça. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle s'assit par terre, incapable de réaliser ce qu'elle entendait. L'homme qu'elle avait aidé, au prix de son emploi et de sa carrière, était un milliardaire sous couverture. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura Elena en se couvrant le visage de ses mains. Arthur s'accroupit à côté d'elle, sans se soucier de salir son costume coûteux sur le sol poussiéreux du couloir. « Elena, je sais que c'est difficile à croire, mais je suis là pour tout vous expliquer, et pour réparer l'injustice que vous avez subie à cause de moi. » Vous enquêtiez sur l'hôpital, dit Elena, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. C'est pour ça que vous étiez sous couverture. Exactement, répondit-il. Nous avons reçu des plaintes de mauvaise gestion dans les hôpitaux, qui reçoivent donc des dons de mon entreprise, et j'ai décidé d'enquêter personnellement. Elena leva la tête et le regarda avec un mélange de choc et de colère. Vous m'avez laissé perdre mon travail, alors que vous auriez pu l'empêcher. Vous étiez là, à faire semblant d'être inconscient, pendant qu'on m'humiliait. L'accusation le toucha en plein cœur. Elena, j'ai voulu intervenir à ce moment-là, j'ai voulu vous défendre, mais si je l'avais fait, toute l'enquête serait tombée à l'eau. Je ne pensais pas qu'ils vous licencieraient. Bien sûr qu'ils m'ont licencié, s'emporta Elena en se relevant brusquement. Vous ne savez pas comment ça se passe ici. Mattheus cherchait le moindre prétexte pour me nuire depuis des mois. Fatima apparut dans le couloir, attirée par les cris. Elena, c'est quoi cette discussion? Tu es au travail? Non, je suis à une fête, c'est ça, rétorqua Elena avec sarcasme. Arthur se tourna vers la supérieure avec une autorité si naturelle qu'elle recula instinctivement d'un pas. Laissez-nous quelques minutes, s'il vous plaît. C'est une conversation urgente. Et qui êtes-vous pour donner des ordres ici? Protesta Fatima, mais sans grande conviction.
Arthur Monteiro de GR Holdings. Je suis le propriétaire de cet immeuble. Le visage de Fatima devint blême. Elle connaissait ce nom, savait que GR Holdings possédait le bâtiment où elle travaillait. Excusez-moi, monsieur Monteiro, je ne savais pas... Ce n'est rien. J'ai juste besoin de quelques minutes seule avec Elena. Fatima s'éclipsa rapidement, les laissant de nouveau seuls. Elena assista à la scène avec une amertume grandissante. Il suffisait qu'Arthur prononce son nom pour que les gens s'inclinent. Tel était le pouvoir de l'argent. « Elena, je sais que vous êtes en colère et vous avez parfaitement le droit de l'être, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis ici. » « Pour apaiser votre conscience, demanda Elena avec sarcasme, pour vous offrir une opportunité qui pourrait changer votre vie, et pour rétablir la justice. » Elena croisa les bras, gardant ses distances. Quel genre d'opportunité ? Arthur prit une profonde inspiration. « Premièrement, je veux que vous sachiez que j'ai la preuve que votre licenciement était totalement injuste. J'ai des enregistrements, des conversations et des documents qui révèlent pour le système de corruption à l'hôpital, et je peux obtenir votre réintégration dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. Deuxièmement, je veux vous offrir un poste dans mon entreprise, directrice de la responsabilité sociale pour le secteur de la santé. Le salaire est de 15 000 réals par mois, avec une assurance maladie complète, des tickets et restaurants et un projet spécial pour réformer entièrement notre façon de gérer les dons aux hôpitaux publics. Elena resta silencieuse un long moment, pesant l'offre. 15 000 réals, c'était plus de 10 fois ce qu'elle gagnait comme femme de ménage et 3 fois son salaire d'infirmière. C'était assez d'argent pour payer les soins de sa mère et vivre dignement. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle avec méfiance. « Parce que j'admire qui vous êtes. Parce que j'ai besoin de gens intègres à mes côtés. Parce que vous avez prouvé que vous faites ce qui est juste, même quand cela vous coûte cher. Et vous pensez pouvoir acheter ma conscience avec un gros salaire ? » La question prit Arthur au dépourvu. « Il ne s'agit pas d'acheter votre conscience, Elena. Il s'agit de vous donner les moyens de faire une différence à une bien plus grande échelle. » Elena secoua la tête, encore sous le choc. « Arthur, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Vous avez permis qu'on m'humilie, qu'on me licencie, que je traverse tout ça alors que vous auriez pu l'éviter. » Elena leva la main pour l'interrompre. « Vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu ces 3 derniers jours. Les appels des créanciers, la honte de devoir emprunter de l'argent, le regard de ma mère qui me demande pourquoi je suis si triste. » Arthur sentit le poids de la culpabilité l'écraser. Il avait été si concentré sur son enquête qu'il n'avait pas mesuré les conséquences pour Elena. « Vous avez raison, j'ai été égoïste. Je n'ai pensé qu'à mon enquête, pas à vous. C'est impardonnable. » La sincérité dans sa voix la fit hésiter. Elle vit dans ses yeux un authentique remords. « Que voulez-vous de moi au juste ? » demanda-t-elle plus calmement. « Un partenariat. Je veux que vous m'aidiez à créer un véritable système de surveillance dans les hôpitaux qui reçoivent nos dons. Je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles, car vous connaissez la réalité du terrain. Et si je dis non ? Alors je respecterai votre décision, mais j'utiliserai quand même les preuves pour faire annuler votre licenciement et poursuivre l'hôpital pour préjudice moral. » Elena regarda autour d'elle. Le couloir sale où elle travaillait, le seau d'eau trouble, l'uniforme informe qui la faisait se sentir invisible. Puis elle regarda Arthur, élégant dans son costume coûteux, lui offrant une chance de retrouver sa voix, sa valeur et le pouvoir de vraiment changer les choses. « J'ai besoin de réfléchir, dit finalement Elena. « Bien sûr. De combien de temps avez-vous besoin ? » Quelques jours. Et Arthur, si j'accepte, ce sera à mes conditions. Pas de privilèges, pas de protection. Si je ne suis pas à la hauteur, vous me licencierez comme n'importe qui d'autre. » Arthur sourit. « C'est exactement la réponse que j'attendais de vous. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Elena. « Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. » « Et si je n'accepte pas ? » « Alors vous retournerez travailler comme infirmière dans cet hôpital avec un salaire augmenté et la certitude que ceux qui vous ont fait du tort le paieront. » Elena prit la carte, sentant le papier fin sous ses doigts. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance après tout ça ?» Arthur réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que même blessé, battu dans la rue, même en risquant toute mon enquête, je n'oublierai jamais comment vous m'avez traité cette nuit-là. Vous m'avez sauvé, Elena, et pas seulement physiquement, vous m'avez rappelé que la vraie bonté existe encore dans ce monde. » Elena glissa la carte de visite dans la poche de son uniforme. « Je vais réfléchir à votre proposition. Mais Arthur, si c'est juste pour soulager votre conscience, vous pouvez oublier. Il ne s'agit pas de ma conscience, il s'agit de faire ce qui est juste. »
Finalement, Elena retourna à son travail, mais son esprit était ailleurs. Arthur quitta le bâtiment, mais resta quelques minutes sur le trottoir, observant à travers les fenêtres Elena qui recommençait à laver le sol. Thiago, qui était resté silencieux tout ce temps, s'approcha. « Alors, patron, elle a accepté ?»« Pas encore, mais elle acceptera. Elle a juste besoin de temps pour réfléchir. »« Pourquoi en êtes-vous si sûr ?» Arthur jeta un dernier regard à l'immeuble avant de monter en voiture. « Parce qu'elle est comme moi, Thiago. Elle ne peut pas refuser une chance de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Elena passe 2 jours entiers sans pouvoir chasser la conversation avec Arthur de son esprit. Elle continua son travail de femme de ménage, mais chaque geste était mécanique. Ses pensées oscillaient entre la colère face à ce qu'elle avait enduré et la curiosité pour l'offre qu'elle avait reçue. Le soir du 2e jour, elle trouva enfin le courage d'appeler Arthur. Il était près de 10 heures du soir. Ses mains tremblaient légèrement en composant le numéro. « Elena ?» La voix d'Arthur semblait à la fois surprise et soulagée. « Bonsoir Arthur, je peux vous parler ?»« Bien sûr. Vous pouvez parler maintenant, ou préférez-vous qu'on se voie en personne ?» Elena prit une profonde inspiration. « Je veux voir les preuves dont vous m'avez parlé, celles concernant mon licenciement et l'hôpital. »« Parfait. Vous pouvez venir à mon bureau demain matin, ou préférez-vous que je vienne à vous ? Je préfère venir à vous. Je veux voir de mes propres yeux qui vous êtes vraiment. » Arthur lui dicta l'adresse du siège de GR Holdings à Barra Tijuca. Elena nota tout sur un bout de papier froissé. Elle était encore en uniforme de travail, n'ayant pas eu le temps de rentrer chez elle. Le lendemain matin, Elena se réveilla avant son réveil et choisit ses meilleurs vêtements. Un pantalon noir classique et un simple chemisier blanc qu'elle portait pour les entretiens d'embauche. Ce n'était pas aussi élégant que les tenues que portaient selon elle, les employés de l'entreprise d'Arthur, mais c'était ce qu'elle avait de mieux. Le siège de GR Holdings était un immeuble de verre de 20 étages qui occupait un pâté de maisons entier. Elena se sentit écrasée rien qu'en le regardant depuis le trottoir. C'était un monde de mondes complètement différents. Le sien et celui d'Arthur. À la réception, une jeune femme blonde, svelte et élégante l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? J'ai rendez-vous avec Arthur Monteiro. Je suis Elena Souza. » La réceptionniste vérifia l'agenda sur son ordinateur. « Ah oui, Elena, monsieur Monteiro vous attend. 19e étage, l'ascenseur de droite. » Dans l'ascenseur, Elena regarda son reflet dans le miroir. Même mieux habillée, elle se sentait déplacée dans cette atmosphère de luxe et de pouvoir. Les gens qui entraient et sortaient de l'ascenseur portaient des costumes coûteux, des mallettes en cuir, et parlaient ensemble de millions comme s'il s'agissait de menu monnaie. Le bureau d'Arthur occupait la moitié du 19e étage. Elena fut accueillie par sa secrétaire Carla, une femme d'âge mûr au visage doux, presque maternel, qui la mit immédiatement à l'aise. « Elena, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Monteiro a beaucoup parlé de vous. Il est en visioconférence, mais il aura terminé dans 5 minutes. » Elena s'assit dans un fauteuil en cuir luxueux et observa le décor. Des tableaux au mur, une vue panoramique sur la ville, un mobilier dont la valeur dépassait son salaire annuel. Ce qui était stupéfiant, c'était de penser comment Arthur avait réussi à dissimuler toute cette richesse lorsqu'il se faisait passer pour un sans-abri. Elena, la voix d'Arthur la ramena à la réalité. Il se tenait à la porte de son bureau, vêtu d'un costume gris clair, avec un sourire sincère. « Bonjour Arthur. »« Entrez, je vous en prie. Merci d'être venu. » Le bureau personnel d'Arthur était encore plus impressionnant. Un immense bureau en acajou, des étagères remplies de livres et de récompenses, des canapés en cuir disposés autour d'une table basse. « Asseyez-vous ici, » dit Arthur en désignant l'un des fauteuils. « Un café, de l'eau ? De l'eau, s'il vous plaît. » Arthur versa de l'eau dans un verre en cristal et s'assit dans le fauteuil à côté d'elle, plutôt que derrière son bureau massif. Elena nota le geste. Il essayait de réduire la distance entre eux. « Elena, avant de vous montrer les preuves, je veux que vous sachiez que je comprends votre colère et votre méfiance. À votre place, je ressentirais la même chose. »« Arthur, je vais être franche, » commença Elena. « Toute ma vie, j'ai cru qu'il suffisait de bien faire les choses. Que si j'étais honnête, dévouée et compétente, on me reconnaîtrait à ma juste valeur. Et soudain, j'ai compris que le monde ne fonctionne pas comme ça. » Arthur hocha la tête. « Vous avez raison. Le monde est souvent injuste. Mais cela ne veut pas dire que nous devons cesser d'essayer de le changer. C'est facile à dire quand on a des milliards en banque. » Sa remarque fit mouche. Arthur était conscient des privilèges que sa fortune lui conférait, mais il savait aussi que cela n'invalidait pas ses sentiments et ses intentions.
Elena, puis-je vous dire quelque chose? Je ne suis pas né riche. Mon père était ouvrier métallurgiste et ma mère couturière. J'ai réussi à construire tout ça parce que j'ai eu des opportunités que beaucoup n'ont pas. Et maintenant, je veux utiliser ma position pour créer des opportunités pour d'autres. Elena l'observa, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation, mais sa voix était sincère, empreinte d'une vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas. « Montrez-moi les preuves, dit-elle finalement. Arthur se leva et alla chercher un épais dossier dans une armoire. « Elena, ce que vous allez voir risque d'être désagréable. Il y a des enregistrements, des documents, des preuves d'un système de corruption bien plus vaste que vous ne l'imaginez. » Il posa les dossiers sur la table basse et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, de photos, de transcriptions de conversations et une tablette avec des fichiers audio. Pour commencer, les enregistrements de la nuit où vous m'avez aidé. Arthur appuya sur lecture. Elena entendit sa propre voix défendant la nécessité d'une approche humaine. Elle entendit Mathéus ordonner de ne pas gaspiller de matériel pour un sans-abri. Elle entendit les commentaires méchants de ses collègues. Réentendre tout cela était douloureux et humiliant. « Comment avez-vous obtenu ces enregistrements ? J'étais conscient la plupart du temps et j'enregistrais tout avec mon téléphone. Je voulais avoir la preuve de la manière dont les patients vulnérables sont traités dans cet hôpital. » L'enregistrement continua et Elena entendit la conversation dans le bureau du directeur où son sort avait été décidé. Mathéus, le directeur administratif, et deux autres personnes qu'elle ne connaissait pas discutaient de la façon de se débarrasser d'elle. Elle pose trop de questions. Si on la laisse faire, les autres se croiront aussi autorisés à désobéir, disait la voix de Mathéus. Licenciez-la pour faute grave, répondait un autre. Insubordination. C'est le plus simple et elle ne pourra pas contester. Elena eut la nausée en entendant avec quelle légèreté sa carrière avait été détruite, comme si elle n'était qu'un problème administratif. « Il y a plus, dit Arthur en étalant des documents sur la table. Voici la preuve des détournements de fonds. Des médicaments achetés mais jamais livrés à l'hôpital, du matériel surfacturé, des employés fictifs sur les fiches de paie. » Elena parcourut les papiers. Des centaines de milliers de réals disparaissaient chaque mois dans les poches de quelqu'un. De l'argent qui aurait dû sauver des vies enrichissait des corrompus. Mathéus est impliqué dans tout ça. Il est le bras droit du système. Il licencie les employés honnêtes comme vous et engage ceux qui sont loyaux au réseau. C'est pour ça que votre licenciement a été si rapide. Vous êtes une menace pour eux. Elena se renversa dans son fauteuil, digérant l'information. « Et maintenant, qu'allez-vous faire de tout ça ? Ça dépend de vous. » « Comment ça ?» Arthur se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. « Elena, je peux tout transmettre à la police fédérale et au procureur. Les corrompus iront en prison, vous serez réintégrés, vous recevrez une compensation. La justice sera faite, mais ça ne changera pas le système. Dans quelques mois, de nouveaux corrompus prendront leur place. D'autres employés honnêtes subiront à nouveau des pressions. Le problème persistera. » Elena commençait à comprendre où il voulait en venir. « Et quelle est votre proposition ? Transformer l'hôpital de San José en un modèle de gestion transparente et de soins humains. Utiliser notre influence et nos ressources pour créer un système qui fonctionne vraiment. Et nous avons besoin de quelqu'un qui connaît la réalité du terrain pour diriger ce changement. » Vous parlez de moi ? Je parle de nous. En tant que partenaire, vous avec votre expertise pratique, moi avec les ressources et l'influence politique. Elena se leva et s'approcha de la fenêtre contemplant la ville. En bas, des millions de personnes vivaient leur vie, confrontées chaudhydratées à des difficultés, ayant besoin d'un système de santé fonctionnel. Arthur, si j'accepte, ce ne sera pas juste un travail pour moi, ce sera une mission personnelle. C'est ce que j'espère, car c'est ce qui nous mènera au succès. Elena se tourna vers lui. Et si nous échouons ? Si le système est trop pourri pour être réparé, alors au moins nous aurons échoué en essayant de faire ce qui est juste, et c'est déjà plus que ce que font la plupart des gens. Ces mots touchèrent une corde sensible en elle. C'était exactement ce en quoi elle avait toujours cru, mais ce dont elle avait commencé à douter après son licenciement. « J'ai une condition, dit finalement Elena. Laquelle ? Je veux d'abord retourner à l'hôpital en tant qu'infirmière et travailler quelques mois dans le service avant d'occuper un poste administratif. Je veux que tout le monde voie que je ne suis pas une autre dirigeante déconnectée du terrain. » Arthur sourit. « Excellente idée. Elena, il y a autre chose que je dois vous dire. »« Quoi ? Votre mère ? Je suis au courant de sa maladie et de vos difficultés financières. Si vous acceptez de travailler avec nous, l'assurance maladie de l'entreprise couvrira tous les frais de son traitement, sans aucune retenue sur votre salaire. » Les yeux d'Elena s'embuèrent.
S'occuper de sa mère était un lourd fardeau qu'elle portait seule depuis des années. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle. Arthur se leva et s'approcha d'elle. « Parce que vous m'avez sauvée, Helena, et pas seulement cette nuit-là à l'hôpital. Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore des gens prêts à faire ce qui est juste, même quand cela leur coûte cher. » Helena lui tendit la main. « Partenaire. » Arthur lui serra la main en souriant. « Partenaire. Mais Helena, je dois vous avertir d'une chose. » « De quoi ? » « À partir de maintenant, notre combat dépassera largement le cadre de cet hôpital. Ce que nous avons découvert à St. Jay's n'est que la pointe de l'iceberg. Nous entrons en guerre contre un système de corruption qui ne se laissera pas faire sans se battre. » Helena serra sa main plus fort. « Arthur, j'ai passé ma vie à éviter les conflits. Je crois qu'il est temps d'accepter le combat. » 2 semaines plus tard, Helena retourna à l'hôpital municipal de Sanjaz. Mais cette fois, la situation était complètement différente. Elle entra par la porte principale à 7 heures du matin, vêtue d'un uniforme neuf et tenant un dossier qui allait changer la vie de nombreuses personnes en ce lieu. Matthäus faillit s'étouffer avec son café en la voyant traverser le couloir. Il discutait avec Isabella et Lucas près du poste des infirmières quand Helena apparut, souriant poliment, comme si de rien n'était. « Bonjour, » dit Helena d'un ton naturel en posant son dossier sur le comptoir. « Helena, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Matthäus, paniqué. « Je reprends le travail. J'ai été réintégré sur décision de justice, » répondit Helena en sortant un document de son dossier. « Mon licenciement a été annulé pour absence de motif légitime. Voici la décision. » Matthäus prit le document d'une main tremblante et le parcourut rapidement. C'était une ordonnance de réintégration immédiate, avec maintien de tous ses droits et versement de dommages et intérêts pour préjudice moral. « C'est une erreur, » dit Isabella en regardant par-dessus son épaule. « Tu as été licencié pour insubordination. Il y a des témoins. » Helena sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Isabella, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, sur cette nuit-là et sur ce qui s'est passé ensuite. » L'atmosphère devint tendue. D'autres employés commencèrent à s'approcher, attirés par le bruit. La nouvelle du retour d'Helena se répandit dans l'hôpital en quelques minutes, suscitant des murmures dans les couloirs. Le docteur. Juan Pereira, directeur administratif de l'hôpital, apparut, accompagné de 2 hommes en costume qu'Helena ne connaissait pas. À leur allure, on devinait qu'ils étaient avocats. « Mademoiselle Helena Souza ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est moi. »« Maître Pedro Nové, avocat de la société GR Holdings. Nous sommes ici pour superviser votre réintégration et clarifier certains points sur la situation de l'hôpital. » Matthäus devint blême. GR Holdings était l'un des plus grands donateurs de l'hôpital. S'ils envoyaient en voie des avocats, l'affaire était sérieuse. « Docteur Juan, pouvons-nous parler en privé ?» demanda Pedro au directeur. « Bien sûr, allons dans mon bureau. » Avant de partir, le docteur. Juan lança à Helena un regard où se mêlaient en confusion et anxiété. « Helena, soyez la bienvenue. Matthäus vous informera de votre planning. » Une fois le directeur et les avocats partis, Matthäus se tourna vers Helena, le visage hostile. « Helena, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu ne me feras pas peur. J'ai le soutien de la direction. Matthäus, je ne suis pas venu pour faire peur à qui que ce soit. Je suis venu pour travailler comme infirmière, comme je l'ai toujours fait. » Mais Helena savait que cette conversation polie n'était qu'un début. Dans le dossier qu'elle tenait se trouvaient les preuves rassemblées par Arthur. Dans quelques heures, la situation en ce lieu allait radicalement changer. Lucas s'approcha, visiblement nerveux. « Helena, écoute, à propos de l'autre soir, parfois on dit des choses sous le coup de l'émotion qui ne reflètent non pas ce qu'on pense vraiment. Lucas, chacun est responsable de ses propres paroles et de ses actes, » répondit calmement Helena en organisant son matériel. On assigna à Helena la garde de nuit, exactement le même créneau horaire où tout avait commencé. C'était ironique, mais aussi symbolique. Elle revenait sur les lieux de son humiliation, mais cette fois avec une force qu'elle n'avait pas auparavant. Pendant sa garde, Helena s'occupa des patients, fit des injections, faisant preuve du professionnalisme qui l'avait toujours caractérisée. Mais elle remarqua que ses collègues l'observaient avec un mélange de curiosité et de crainte. Quelque chose avait changé, et tout le monde le sentait. Vers 22 heures, les agents de sécurité amenèrent un sans-abri, sale et blessé. La scène lui parut un déjà-vu. Mais cette fois, tout était différent. Elle s'approcha sans hésiter. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-elle à un agent. « Une bagarre dans la rue. Il est à moitié conscient », répondit l'un d'eux. Helena examina rapidement l'homme. Des blessures superficielles, mais qui nécessitaient d'être nettoyées et pansées. Elle regarda autour d'elle et vit que tout le monde l'observait, attendant sa réaction.
Isabella, tu m'aides à l'emmener en salle de soins ?» Isabella hésita, jetant un coup d'œil à Mathéus, mais quelque chose dans l'assurance d'Helena la poussa à accepter. « Bien sûr, Helena. » Ensemble, elles soignèrent tant le patient, avec rapidité et compassion. Helena remarqua qu'Isabella travaillait en silence mais avec un dévouement sincère. La présence d'Helena semblait restaurer dans l'atmosphère de travail quelque chose qui avait été perdu. À 2 heures du matin, la situation explosa. Le docteur. Jouan revint à l'hôpital accompagné de nouveaux visages, des agents de la police fédérale, des procureurs et des auditeurs. L'hôpital fut complètement bouclé pour enquête. « Matheus Silva, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, détournement de fonds et corruption », déclara un agent fédéral en présentant un mandat d'arrêt. Le visage de Mathéus devint blanc comme un linge. « C'est un complot, je n'ai rien fait. »« Ah, non. Nous avons des enregistrements où vous négociez le détournement de médicaments et le licenciement d'employés honnêtes, » répondit l'agent en faisant signe à ses collègues. Isabella et Lucas assistèrent à la scène, sous le choc. En quelques minutes, l'homme qui avait dirigé le service d'une main de fer se retrouvait menotté. D'autres employés s'attroupaient dans des groupes dans les couloirs, chuchotant, essayant de comprendre ce qui se passait. Isabella s'approcha d'Helena, la voix tremblante. « Tu savais que ça allait arriver ? » « Je savais qu'un jour, la justice triompherait, » répondit calmement Helena. « Comment ? Qui t'a aidé ?» Helena regarda sa collègue, celle qui avait participé à son humiliation quelques semaines plus tôt. Quelqu'un qui croit que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine. Le docteur. Jouan fut emmené pour interrogatoire. D'autres employés impliqués dans le réseau furent également arrêtés. L'opération de police était d'une précision chirurgicale. Il savait qui arrêter et où trouver les preuves. Une jeune infirmière nommée Larissa s'approcha d'Helena. « Helena, j'ai toujours admiré la façon dont tu traitais les patients. Je n'ai jamais compris pourquoi on t'avait licencié. Larissa, parfois, faire ce qui est juste a un prix, mais ça en vaut toujours la peine. » Le lendemain matin, les journaux faisaient leur gros titre sur l'opération qui avait démantelé un réseau de corruption à l'hôpital municipal de San Jazz. Le nom d'Helena était mentionné comme celui de l'employé qui avait dénoncé les faits. Elle ressentit un mélange de fierté et d'anxiété. L'hôpital était en ébullition. Les employés se regroupaient, discutaient l'encan des arrestations, spéculaient sur l'avenir de l'établissement. La peur flottait dans l'air, mais aussi le sentiment que la vérité avait enfin éclaté. Arthur arriva à l'hôpital en fin de matinée, accompagné d'une équipe d'auditeurs et de consultants. Il portait un costume sombre avec l'assurance d'un homme habitué à gérer des situations complexes. « Helena » la salua-t-il officiellement devant les autres employés. « Comment est la situation ici ?»« Stable, les patients reçoivent des soins. L'équipe se réorganise. De nombreux employés observaient leur conversation, intrigués par la familiarité entre Helena et ce puissant entrepreneur. Les chuchotements allaient au bon train. Le docteur. João s'approcha, visiblement nerveux. « Monsieur Monteiro, je tiens à vous assurer que l'hôpital coopère pleinement avec l'enquête. Docteur, à partir d'aujourd'hui, l'hôpital de San Jay's sera sous une nouvelle direction. GR Holdings en assure la gestion temporaire avec l'approbation du ministère de la Santé. Cette nouvelle provoqua un tollé parmi le personnel. Helena savait que cela faisait partie du plan, mais voir les choses se concrétiser la stupéfiait quand même. C'était la réforme en profondeur dont cet endroit avait tant besoin. Helena Souza sera notre coordinatrice des soins infirmiers, chargée de mettre en œuvre de nouveaux protocoles de soins humains, annonça Arthur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Helena, récemment licenciée pour être une employée à problème, était maintenant promue au plus haut poste infirmier. Le revirement était si spectaculaire que beaucoup peinaient à y croire. Isabella s'approcha d'Helena, un air suppliant dans les yeux. « Helena, je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai été injuste avec toi cette nuit-là, mais j'ai besoin de ce travail. J'ai des enfants. » Helena regarda son ancienne collègue, se souvenant de l'humiliation subie, mais aussi de ses propres principes, de la personne qu'elle avait choisi d'être. « Isabella, tout le monde mérite une seconde chance. Si tu as vraiment changé, il y aura une place pour toi dans la nouvelle équipe. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Isabella. « Merci, Helena. Je te jure que je prouverai que j'en suis digne. » Lucas s'approcha aussi, l'air contrit. « Helena, cette nuit-là, je me suis conduit comme un idiot. Mes actes sont inexcusables. Lucas, l'important maintenant est de construire un environnement où tous les patients sont traités avec dignité. Es-tu prêt à en faire partie ? » « Prêt, bien sûr. Et Helena, je veux m'excuser publiquement devant tout le monde. » Helena fut touchée par sa sincérité. « Lucas, ce n'est pas la peine. L'important est d'aller de l'avant. »
Dans les jours qui suivirent, la transformation de l'hôpital fut rapide et profonde. Des équipes de rénovation travaillèrent à la nuit pour moderniser des locaux délabrés depuis des décennies. De nouveaux équipements arrivaient à chaque jour. Moniteurs cardiaques, respirateurs artificiels, échographes de dernière génération. Elena travaillait sans relâche, partageant son temps entre les soins aux patients et la supervision des changements administratifs. C'était épuisant, mais jamais elle ne s'était sentie aussi épanouie professionnellement. Elle mit en place de nouveaux protocoles de soins, créa des programmes de formation pour le personnel, établit des canaux de communication directs entre les employés et la direction et surtout instaura une politique de tolérance zéro envers toute discrimination sociale à l'égard des patients. Un mois après l'opération de police, Elena terminait sa garde lorsqu'elle vit un homme marcher lentement dans le couloir des urgences. Il était sale, visiblement sans abri, avec une blessure au bras, d'où le sang suintait à travers ses vêtements déchirés. « Excusez-moi » s'approcha doucement Elena. « Vous avez besoin de soins médicaux ?» L'homme la regarda avec méfiance. « Je n'ai pas d'argent pour payer. »« Personne ne paie ici. C'est un hôpital public. Venez, nous allons soigner vos blessures. » Elena l'emmena en salle de soins, nettoya méticuleusement ses plaies et lui fit un pansement professionnel. Pendant ce temps, d'autres employés passaient et saluaient le patient avec respect. Le changement de culture était palpable. « Infirmière », dit l'homme quand elle eut fini. « Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas traité comme un être humain. »« Merci. » Elena sourit, se remémorant une autre nuit, un autre patient dans une situation similaire. « Ça devrait toujours être comme ça. Toute personne qui vient ici mérite respect et soin. Vous êtes spécial, vous avez bon cœur. » « Non, je ne suis pas spécial. Je fais juste mon travail correctement. » En sortant de la salle, elle vit Arthur qui l'attendait dans le couloir. Il avait observé toute la scène, souriant discrètement. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda Elena. « Je viens souvent voir comment les choses se passent, surtout pendant les gardes de nuit. » Ils marchèrent ensemble vers la sortie de l'hôpital. La nuit était froide, mais à l'intérieur, tout était réchauffé par l'humanité qui imprégnait désormais chaque recoin. « Elena, je veux te dire quelque chose, » dit Arthur alors qu'ils arrivèrent au parking. « Ces derniers mois, en travaillant avec toi, j'ai beaucoup appris sur le courage, sur ce que signifie faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Tu m'as appris que l'argent et le pouvoir n'ont de valeur que lorsqu'ils sont utilisés pour aider les autres. » Elena sentit son cœur battre plus vite. Il y avait une chaleur particulière dans la voix d'Arthur, qui dépassait le cadre du partenariat professionnel. « Arthur, tu m'as aussi beaucoup appris. Tu m'as montré qu'il y a des gens prêts à utiliser leurs privilèges pour le bien commun. » « Elena, puis-je te parler franchement ?»« Bien sûr. » Arthur s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Je suis amoureux de toi. Pas seulement de la professionnelle compétente, mais de toi, la personne intègre et courageuse qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Au fil des mois, elle aussi avait développé des sentiments pour Arthur, mais elle craignait que ce ne soit que de la gratitude déguisée. « Arthur, j'ai aussi des sentiments pour toi, mais j'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur que la différence de nos statuts sociaux devienne un problème ? Que les gens pensent que je suis avec toi par intérêt ?» Arthur prit ses mains dans les siennes. « Elena, tu as déjà prouvé que ton caractère a plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. Et j'ai déjà compris que le véritable amour n'a rien à voir avec un compte en banque. » Ils s'embrassèrent sur le parking de l'hôpital, là où tout avait commencé. Un baiser plein de tendresse, de gratitude et de promesses d'avenir. 6 mois plus tard, Elena et Arthur se marièrent lors d'une simple cérémonie dans le jardin de l'hôpital municipal de Sanjas. La fête était ouverte à tous les employés, les patients et leurs familles. C'était la célébration non seulement de l'amour de 2 personnes, mais aussi de la transformation de tout un système. Pendant la fête, Isabella s'approcha d'Elena. « Elena, je veux te remercier de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir appris que l'humilité et le respect font partie du travail d'infirmière. » Isabella, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et de changer. Lucas vint également féliciter le couple. Elena, Arthur, merci de nous avoir montré que le changement est possible. Après vous, l'hôpital ne sera plus jamais le même. Le docteur. João, qui avait conservé son poste après avoir pleinement coopéré avec l'enquête, porta un toast émouvant. Elena et Arthur, vous avez fait de cet endroit un symbole d'espoir. Vous avez prouvé qu'on peut allier efficacité administrative et humanité dans les soins. Larissa, la plus jeune infirmière, s'approcha à son tour. « Elena, tu m'as inspirée à ne jamais renoncer à mes principes. Te voir traverser tout ça et en sortir victorieuse m'a donné la force de devenir une meilleure professionnelle.
2 ans plus tard, l'hôpital municipal de San José était devenu un modèle national de soins humains. Des délégations d'autres États venaient étudier le modèle de gestion mis en place, et Elena parcourait le pays pour donner des conférences sur son expérience. À la fin d'une de ces conférences, une jeune infirmière l'aborda. « Docteur Elena, je travaille dans un hôpital où les employés sont maltraités et les patients pauvres discriminés. Comment puis-je changer cette réalité ?» Elena sourit, se souvenant d'elle-même des années plus tôt. « Commence par faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Traite chaque patient comme s'il était de ta famille, et ne cesse jamais de croire que de petits actes de bonté peuvent changer le monde. Mais si on me licencie, si on me harcèle, alors tu sauras que faire ce qui est juste a toujours des conséquences positives. » Même si elles n'apparaissent pas tout de suite, la vérité finit toujours par triompher. À la sortie, Arthur l'attendait dans la voiture. Alors, c'était inspirant ? Chaque histoire que nous racontons, chaque personne qui décide de changer les choses après nous avoir écoutés est une victoire. « Elena, j'ai une surprise pour toi. »« Laquelle ?» Arthur lui tendit un dossier. « L'approbation pour étendre notre modèle à 10 autres hôpitaux publics de l'État. Le gouvernement fédéral veut mettre en place le protocole de San José dans tout le pays. » Elena ouvrit le dossier et vit les documents officiels. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. La possibilité de transformer le système de santé publique à l'échelle nationale. « Elena, cela veut dire que cette nuit-là, quand tu as décidé d'aider un sans-abri blessé contre l'avis de ton supérieur, tu n'as pas seulement sauvé une vie. Tu as semé les graines d'une révolution dans le système de santé brésilien. » Elena regarda par la fenêtre de la voiture la ville qui s'étendait au loin. Quelque part, d'autres professionnels de la santé étaient confrontés au même dilemme. Il y avait des patients maltraités, des employés humiliés pour avoir bien agi. Mais maintenant, elle avait les ressources et l'influence pour changer cette réalité. Et tout avait commencé par un simple acte d'humanité, dans le froid d'une nuit. « Arthur, dit Elena en lui prenant la main, prêt pour la prochaine bataille ? » « Toujours, surtout si tu es à mes côtés. » La voiture s'éloigna dans la nuit, emportant 2 personnes qui savaient que l'amour véritable et la justice sociale vont toujours de pair, et que parfois sauver une seule personne est le premier pas pour sauver le monde. 3 ans plus tard, Elena était enceinte de leur premier enfant. Elle continuait de travailler à l'hôpital, désormais comme directrice générale des soins, supervisant le déploiement du protocole de San José dans les hôpitaux du Brésil. Un jour, elle reçut une lettre qui la toucha profondément. Elle venait d'un infirmier de Salvador qui avait assisté à sa conférence 2 ans plus tôt. « Cher docteur Elena, je voulais vous dire que j'ai mis en pratique vos principes dans l'hôpital où je travaille. Aujourd'hui, nous sommes un modèle de soins humains dans l'état de Bahia. J'ai sauvé l'emploi de 3 collègues qu'on voulait licencier pour avoir traité dignement des patients pauvres. Merci de m'avoir appris que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine. » Elena montra la lettre à Arthur qui sourit fièrement. « Tu vois, une personne à la fois, un hôpital à la fois. Nous changeons le monde. Et dire que tout a commencé parce que j'ai refusé de laisser un homme blessé sans aide, dit Elena en caressant son ventre. Notre enfant grandira en sachant que de petits actes de courage peuvent changer la réalité. » Arthur l'embrassa sur le front. Ce soir-là, Elena fit une dernière ronde à l'hôpital avant de rentrer chez elle. Elle s'arrêta aux urgences, là où tout avait commencé, et observa l'équipe travailler. Il n'y avait plus de discrimination, plus d'humiliation. Chaque patient recevait le même respect et les mêmes soins. Un jeune interne s'approcha d'elle. « Docteur Elena, nous venons de recevoir un sans-abri avec de graves blessures. L'opération s'est bien passée. Il va vivre. » « Excellent travail, docteur. »« Docteur Elena, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Comment avez-vous toujours su qu'il fallait se battre pour ce qui est juste, même quand tout le monde était contre vous ?» Elena regarda le jeune médecin, voyant en lui la même flamme d'idéalisme qui l'animait autrefois. Parce que quand tu fais le bien par amour pour ton prochain, tu n'es pas seul. Tu es du côté de la vérité et la vérité finit toujours par gagner. L'interne hocha la tête, visiblement inspiré. Elena lui dit au revoir et quitta l'hôpital, sachant qu'elle venait de planter une autre graine d'espoir dans un jeune cœur. Dehors, Arthur l'attendait dans la voiture, comme toujours. « Prête à rentrer à la maison ? »« Prête, notre famille nous attend. » Ils partirent ensemble, laissant derrière eux un hôpital transformé, des centaines de vies sauvées, et la certitude que l'amour et la justice triomphent toujours lorsque des personnes courageuses décident de changer le monde pour le meilleur.